La première nouvelle du jour nous conduit à parler une fois de plus du sondage annuel réalisé par le gouvernement japonais concernant la peine capitale. Voilà. L'office gouvernemental, chaque année, depuis les années 50, organise un grand sondage national, excusez-moi, petite absence, concernant la peine capitale et son application à travers le pays. Et bien, une fois de plus, les Japonais ont répondu à plus de 80%, 80,7% d'intentions favorables et d'avis favorables d'envie et de volonté de conserver l'application de la peine capitale, avec 41% d'entre eux qui souhaitent qu'on l'applique plus souvent, et que les 7 ou 8 exécutions, et encore pas tous les ans qui ont lieu, soient remplacées par 20 ou 30 exécutions, parce qu'on a eu les chiffres des détenus dans le couloir de la mort il y a quelques temps, et effectivement, énormément d'entre eux sont entassés dans les diverses prisons des grandes capitales japonaises. Je vais vous lire la traduction de la synthèse. Donc 87% des Japonais soutiennent la peine capitale, estimant que l'existence de ce système est, je cite, inévitable et indispensable, selon la dernière enquête gouvernementale sur la question réalisée à la fin de l'année dernière et qui vient d'être rendue publique. Mais si le soutien à la peine capitale a légèrement augmenté de 2,3 points pour atteindre... alors non, je dis une bêtise, c'est la dernière qui était à 80,7%, celle-là a augmenté de 2,3 points et a été réajustée à 83,1%. Excusez-moi. Le sondage 2024, donc projection pour l'année 2025, est de 83,1%. Par rapport à l'enquête précédente, voilà, la proportion de personnes demandant son abolition a également augmenté de 7,5 points pour atteindre 16,5% selon les résultats publiés le 21 février. Voilà. C'est la 5e fois consécutive que le soutien au système dépasse les 80% dans le sondage gouvernemental, et comme je vous l'ai dit, cette proportion augmente un peu plus chaque fois. La raison la plus courante pour soutenir la peine capitale parmi les multiples réponses autorisées choisies par 62,2 était la préoccupation pour les sentiments des victimes des crimes capitaux et de leurs familles, et la nécessaire vengeance d'État. Voilà. Et là, on ne parle pas de justice, c'est le mot est le mot vengeance, c'est pas justice. C'est pour ça que quand j'ai encore eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous là sur X, je parlais de justice d'État et non pas de vengeance d'État et non pas de justice. Voilà. Au total, 55,5% ont déclaré que les crimes violents devraient être payés de leur vie, quels que soient les crimes, même s'ils n'entraînent pas la mort avec intention. Voilà. C'est-à-dire que 55,5% de la population japonaise interrogée souhaite que la peine capitale soit appliquée aussi pour les crimes violents, braquage et viol, avec récidive. Tandis que 53,4% ont fait part de leur inquiétude quant au fait que l'abolition de la peine entraînerait une explosion de la criminalité et une augmentation des crimes atroces, ce qui est scientifiquement faux, bien entendu. Parmi les personnes favorables à l'abolition, 71% ont cité comme raison le fait que les condamnations erronées deviennent irréversibles. Tout à fait, on en a déjà parlé avec les 2 erreurs judiciaires de l'année dernière. Un chiffre en hausse d'environ 20 points par rapport à l'enquête précédente aussi. Voilà. Je pense que les dernières affaires ont fait réfléchir certaines personnes, fort heureusement, mais bon, tout ça pour atteindre 83,1% d'intention favorable. Mais bon, c'était l'affaire Hakamata qui avait réveillé les consciences quand même, mais bon. L'enquête a été menée entre octobre et décembre, après qu'un homme de 88 ans a été acquitté lors d'un nouveau procès l'année dernière pour un quadruple meurtre commis en 1966. J'en ai déjà parlé, donc c'est monsieur Hakamata Iwao, qui a passé plus de 4 décennies dans le couloir de la mort. Voilà, 46 ans exactement. Parallèlement, 37,5% ont déclaré que la peine capitale devait être abolie si la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle et travail obligatoire était introduite. Voilà, donc le bagne, quoi. Tandis que 61,8% ont déclaré qu'elle devait rester en vigueur quoi qu'il arrive et être appliquée beaucoup plus souvent pour des crimes, je vais parler tout à l'heure, ça même qui n'ont pas entraîné à la mort, etc.
L'enquête a été menée auprès de 30 000 personnes âgées de 18 ans et plus, voilà, avec bon, c'est la méthodologie. Ça fait écho à ce que je vous disais la dernière fois, hein, par rapport à la sentence suite à l'incendie volontaire de Kyoto Animation, hein, où les victimes elles-mêmes, donc qui sont des personnes, des gens du milieu de l'art, du spectacle et de l'art, qui sont plutôt progressistes et anti-peine de mort, qui sont des abolitionnistes convaincus, notamment le mari d'une des victimes, qui demandait que une peine exemplaire, mais pas la peine capitale. C'est la population qui était favorable à ce que la sentence soit beaucoup plus sévère. De toute façon, il est impossible qu'il soit condamné à autre chose, mais voilà. Donc effectivement, les ligues abolitionnistes et les chantres de l'abolitionnisme au Japon sont toujours aussi inquiets par rapport à la progression de ces sondages. Un autre est prévu à la fin de l'année prochaine, alors que des documentaires sur ces erreurs judiciaires sont en cours de réalisation. Est-ce que ça va faire prendre conscience de cette réalité? Je ne pense pas. Voilà. Il suffit de toute façon qu'il y ait un nouveau Shiraishi Takahiro, par exemple, tueur de Twitter, hein, qui apparaisse pour que ça explose à nouveau, parce qu'il faut demander vengeance. Et voilà, je pense qu'on n'est pas prêt de sortir de cette boucle infernale, mais je ne manquerai pas de vous en reparler l'année prochaine, bien entendu, si je suis toujours là. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Tokyo, où un groupe caritatif s'est lancé dans une grande collecte et dans un crowdfunding, un financement participatif pour aider les jeunes femmes, les TDS, comme l'on dit aujourd'hui, à quitter leur emploi, à quitter le monde dans lequel elles travaillent et à refaire leur vie ailleurs. Voilà. Je vais vous lire les 2-3 choses que j'ai récupérées et qui sont assez intéressantes. Je cite, c'est une jeune femme qu'on interroge. Je veux arrêter, mais je n'ai travaillé que dans l'industrie du sexe et je n'ai rien à écrire sur mon CV. Quand je ne me suis pas présenté au travail, on m'a dit que j'aurais une amende dans un établissement de S. C'est dur parce que je n'ai personne à qui je peux en parler. C'est le genre de préoccupation que les femmes qui travaillent dans les entreprises, donc les Soapland, les snacks, etc., donc dans l'industrie du sexe au Japon, ont transmis à Futaras. C'est une organisation à but non lucratif, constituée en société qui fournit des consultations gratuites aux TDS. Le groupe a lancé une campagne de financement participatif dans l'espoir de consolider ses services après une augmentation des consultations post-Covid, bien entendu. Ce financement participatif servira donc à ouvrir des centres et des points de consultation médicale et psychologique, mais aussi à financer la sortie de ce milieu-là, qui pour beaucoup de femmes est une véritable souffrance et souvent une espèce de retenue malgré leur propre volonté et leur volonté propre. Pourquoi travailler dans l'industrie du sexe? Selon les chiffres récoltés par Futarasu, donc l'association, il y a plus de 400 000 femmes qui travaillent dans cette industrie de façon légale, c'est-à-dire avec des papiers, avec une affiliation. J'ai déjà parlé de la façon dont s'organisait le monde de la nuit et le monde justement des soaps et des TDS au Japon. C'est quelque chose d'interdit mais d'officiel, avec des papiers à remplir et une affiliation. L'organisation explique que diverses circonstances expliquent la décision d'accepter un emploi dans ce secteur. Voilà, donc il y a soit la volonté de s'échapper
de la maison et sans avoir donc de la maison familiale, donc des parents. C'est souvent ce qui arrive, ce qu'on retrouve dans ces chiffres-là, pardon. Beaucoup de jeunes filles fuient la maison parce qu'elles n'ont pas envie de se confronter à l'exigence de réussite, parfois souvent à la violence, voire à des problèmes d'inceste dans la famille, ce qui existe, je vous en parle souvent aussi, soit aux violences conjugales aussi, de jeunes épouses ou moins jeunes, qui n'ont pas de travail et qui ne peuvent échapper à l'emprise de leur mari en vendant leur charme et en rentrant un peu d'argent pour pouvoir partir, mais qui se retrouvent bloqués ensuite dans ce milieu-là. La nécessité de rembourser des prêts étudiants, bien sûr, ça fait partie des circonstances qui sont de plus en plus présentes et importantes, et qui peuvent durer, ou d'autres dettes, notamment pour certaines aussi des dettes de jeu contractées par un petit ami, ça arrive très souvent aussi. Et ensuite, bien, on rentre dans les affections qui touchent ces travailleuses. Là, on ne parle pas des affections physiques pour l'instant, qui sont légion, mais les maladies mentales, les troubles du développement et d'autres choses encore comme ça. La représentante de Ftalasu commente d'ailleurs à ce propos: les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe choisissent de le faire pour survivre, pas pour vivre. Cependant, beaucoup se sentent coupables de leur travail et sont souvent isolées, incapables de consulter qui que ce soit. Même lorsqu'elles trouvent le courage de parler à leurs parents ou à leurs amis, elles sont souvent rejetées par des commentaires de type « Bien sûr, c'est inévitable parce que vous travaillez dans l'industrie du sexe, ce qui vous arrive devait arriver. » Voilà. C'est là qu'intervient l'association Ftalasu. Je mettrai dans la rediff le lien si vous avez envie d'envoyer un peu d'argent. Ça me semble être une cause qui est pas si nulle que ça, voyez-vous. Et cette association Ftalasu s'est associée avec des avocats, des travailleurs sociaux, etc. pour pouvoir commencer ce travail. Il y a une application, il y a un supplément sur l'application Line qui permet par un simple clic d'envoyer un message de demande de soutien à cette association pour les filles, les femmes qui seraient dans le problème, dans le besoin urgent d'avoir de l'aide. Ce service a été lancé en 2015 et le nombre de personnes demandant des conseils et de l'aide a dépassé les 13 000 l'an dernier. Voilà. Donc l'association est vraiment prise d'assaut. Savoir que le monde de l'industrie du sexe est en train de changer, je vous en ai parlé à maintes reprises, puisque les travailleuses japonaises sont de moins en moins nombreuses et par un effet de vase communicant, eh bien, on trouve de plus en plus de travailleuses venues principalement d'Asie du Sud-Est. Indonésie, Vietnam aussi, Indonésie, Philippines, Malaisie, etc., qui commencent à représenter presque, j'avais le chiffre, 18,7% pour les Philippines, juste les filles philippines, 18,7% des TDS dans les grandes métropoles japonaises. Voilà. Donc les demandes augmentent de façon drastique ces dernières années. Le gros problème étant, comme toujours, le financement, puisque il faut aussi prévoir des budgets, et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut aussi prévoir des budgets pour racheter éventuellement le contrat, on va dire, d'une TDS à son souteneur ou à l'entreprise qui l'emploie, sachant que souvent, eh bien, elles sont tenues de rembourser des sommes astronomiques pour des emprunts fictifs, des aides supposées à la famille. Donc, l'association s'est vraiment lancée cette année dans cette nouvelle croisade. Il n'y a pas vraiment d'aide du gouvernement qui se fiche un peu de ce genre de problème. Après tout, pourquoi prendre soin de sa population? C'est pas très important. Hein. La présidente de Ftalasu, Madame Tokoda Leia, a commenté: de nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes parce qu'elles ne peuvent consulter personne, qu'elles sont isolées et jugées. Même lorsque des problèmes graves surviennent parce qu'elles travaillent dans l'industrie du sexe, ce qui les condamne aux yeux de tous. Nous fournissons le soutien que ces personnes devraient pouvoir recevoir dans les hôpitaux publics. Nous serions reconnaissants du soutien. Donc, personne, un appel au don. Effectivement, quand on est une TDS, on va dire, et qu'on n'est pas dans les milieux un peu
des escortes de luxe, donc on a certains moyens, eh bien c'est très compliqué de se faire soigner. Voilà, il y a des dispensaires qui sont ouverts pour les filles. Là où travaillait ma seconde épouse, à Shinokubo, il y a un dispensaire qui est spécialisé. Elle, les filles de sa boutique, elles fréquentaient ce dispensaire-là parce qu'un médecin, souvent, refusera de vous ausculter, parce qu'un psychiatre vous fichera à la porte, parce que si vous avez décidé d'être une grue, c'est bien parce que vous l'avez décidé, et pas du tout parce que vous avez peut-être un problème à régler avec quelqu'un ou quelque chose. Je soutiens vraiment cette initiative. Je vous en reparlerai encore et encore. Donc n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la rediffusion si vous avez envie de donner 1 euro ou 2 ou plus. Je pense que ça serait une belle chose de notre part. Moi je l'ai fait et faisons-le. Allez, nouvelle suivante. La nouvelle suivante nous conduit à Osaka et c'est la suite d'une affaire dont je vous avais parlé l'an dernier. Le tribunal de district d'Osaka vient de condamner, alors vous allez voir, vous allez vous rappeler de son nom, j'imagine, et en tout cas vous allez vous rappeler du meurtre, vient de condamner monsieur Nishimitsu Masaru, un jeune chômeur de 27 ans à 22 ans de prison pour avoir tué sa petite amie de 19 ans à Hirakata, dans la préfecture d'Osaka, l'année dernière, en 2024, le 18 mai 2024 pour être exact, et nous en avions parlé dans le petit Satudine. Selon le jugement rendu vendredi dernier, Monsieur Nishimitsu, qui vit à Akashi, a poignardé à mort sa petite amie Watanabe Karen, une étudiante universitaire, dans son appartement. L'accusation affirmait que Nishimatsu avait tué mademoiselle Watanabe parce qu'il ne voulait pas qu'elle sache qu'il était au chômage et qu'il avait beaucoup de dettes, alors qu'il lui avait annoncé être un bon parti et qu'il voulait se marier avec elle. Voilà. C'est lui qui avait appelé le 110 depuis leur chambre d'hôtel, en disant qu'il ne pouvait pas payer sa note d'hôtel, qu'il était coincé, qu'il avait pris beaucoup de somnifères et que sa petite amie aussi avait pris beaucoup de somnifères. Enfin, il a essayé de mettre le meurtre sur le dos de quelqu'un d'autre. Malheureusement pour lui, la scientifique, en arrivant, a tout de suite vu ce qui s'était passé. Il a bien été obligé d'admettre qu'il avait assassiné et poignardé sa petite amie. Voilà. La police avait retrouvé son corps d'ailleurs dans l'appartement hôtel loué. Un couteau de cuisine taché de sang avait été retrouvé avec les empreintes du suspect. Il a donc été condamné à 22 ans de réclusion, ce qui peut paraître beaucoup pour certains et pas assez pour d'autres, sachant que c'était un récidiviste de violence, ce ne sont pas de meurtre. En tout cas, les réquisitoires ont été suivis. Et c'est une condamnation qui, même si on peut considérer qu'elle aurait pu être plus lourde, correspond à ce que l'on pouvait attendre. J'avais vu passer l'annonce du jugement dans les chroniques judiciaires sur le Mainichishimo, et je m'attendais à ce qu'ils prennent 18 ans, comme c'était le cas ces dernières années pour les meurtriers de petites amies ou de petits amis, selon que ce soit des femmes ou des hommes qui sont jugés. 22 ans, je trouve que c'est... on avance un petit peu, voilà. C'est un meurtre particulièrement violent et brutal qui avait eu lieu. Il n'y a pas eu beaucoup d'excuses, beaucoup de regrets formulés par l'accusé, qui s'est encore confondu en explications abracadabrantes sur la perte de son emploi, la dignité, etc. Donc voilà, je pense que le juge a suivi les réquisitions du procureur et a condamné. 22 ans avaient été demandés. C'est rare qu'on les accorde. En général, comme je dis, on est plutôt entre 15 et 17 ans. Là, il les a accordés. Si ça pouvait faire jurisprudence, entre guillemets, parce que là, on n'est pas vraiment dans le cadre de la jurisprudence, mais bon, si ça pouvait servir pour la suite, ce serait pas mal. Donc, on peut le dire, affaire classée. La dernière nouvelle du jour nous conduit à Wakayama, et je pense que vous reconnaissez le vilain minois de fouine de ce monsieur qui vient d'être condamné à 4 ans de réclusion. Si je vous parle de film d'animation, si je vous parle du film d'animation Your Name,
qui a connu un grand succès, qui est sorti en 2016, et si je vous parle de son producteur et patron des studios, monsieur Ito Koichiro, qui est sur la photo, qui est juste là. Eh bien, si vous vous rappelez bien, ce monsieur a pratiqué le détournement de mineurs, voire même de très jeunes mineurs, pendant des années avant de se faire rattrapé par la patrouille. Et alors lui a été condamné à 4 ans de prison pour prostitution infantile. Voilà, le producteur, je vous lis l'article que j'ai résumé, le producteur du film d'animation japonais Your Name, sorti en 2016 et grand succès au box-office, a été condamné à 4 ans de prison par le tribunal de district de Wakayama, que vous connaissez bien, le 28 février, donc il y a 3 jours, pour avoir payé en liquide plusieurs jeunes filles mineures, dont des mineurs de moins de 14 ans, en échange d'actes S filmés. Voilà, monsieur Ito Koichiro, 53 ans, ancien directeur, depuis il a été mis à pied, d'une société de production télévisée et d'animation et résident à Nakatsugaya, préfecture de Gifu, a été accusé de délits tels que des violations des lois contre la prostitution infantile, la pornographie infantile, viol sur mineurs, viol sur mineurs de moins de 15 ans, diffusion d'images pédopornographiques, etc., etc. Et les procureurs ont requis une peine de 6 ans de prison, ce qui était déjà relativement clément. La juge Fukushima Keiko a souligné que le jugement que Ito s'est souligné dans le jugement, excusez-moi, je suis fatigué, je pense, que dans le jugement, que Ito s'était livré à plusieurs reprises à la prostitution infantile, a même avoué avoir consommé une jeune fille, une petite fille, pardon, de moins de 12 ans, qui n'a pas pu être établie par les preuves, et avait capturé secrètement des images pendant les rapports S. Alors la cour a qualifié ça de rapport S, ce qui est une erreur, et malheureusement pourrait faire voir le jugement se faire casser, parce que vis-à-vis de la loi, on ne peut pas avoir de rapport S avec des mineurs de moins de 15 ans, c'est un viol, obligatoirement. Mais bon, c'est un détail technique qui m'a un peu irrité. Elle a déclaré: étant donné que ces actes nuisent gravement au développement mental et physique des victimes, qui ne sont pas suffisamment matures pour comprendre l'impact des activités S, sa culpabilité est élevée. Voilà, c'est super. Selon le jugement, le prévenu aurait demandé à plusieurs jeunes filles, dont une dernière, celle grâce à laquelle il s'est fait attraper, une jeune fille de 14 ans, de lui envoyer des images nudes via son smartphone et une application spécialisée dans Sugar Daddy en septembre 2021. Il connaissait son âge et elle l'avait même choisi pour cette raison-là. De plus, entre 2022 et 2023, on a pu établir qu'il avait payé 2 filles de moins de 14 ans, au moins, pour des actes S filmés et diffusés sur des plateformes spécialisées. Voilà. Il a donc été condamné à 4 ans de prison, ce que je trouve très peu. Voilà. On parlait de la peine précédente qui était plutôt acceptable, même tout à fait correcte. Là, 4 ans, 6 ans requis par le procureur et 4 ans avec une juge en plus, une juge femme. J'avoue ne pas comprendre ce qui a motivé cette clémence. On a précisé lors des délibérés que il était professionnellement déjà très impliqué et qu'il allait pouvoir se réinsérer dans la société, qu'il allait se faire soigner, etc. Je trouve malgré tout, effectivement, il faut qu'il se fasse soigner. Je trouve malgré tout le verdict assez clément. Voilà. Donc cette affaire est définitivement classée, je vous en avais parlé à l'époque. J'aurais préféré qu'elle soit classée d'une façon peut-être plus impactante pour les milliers de personnes de son acabit qui se livrent à ce genre d'activité. Affaire classée.